Bonjour, merci d'être si nombreux et il y en a qui ne peuvent même pas rentrer. La jauge a été réduite cette année, désolé. Les années précédentes, c'était entre 100 et 300 personnes, là, il y a 70 places assises. Voilà. On va être très proches les uns des autres comme ça. On va se présenter une minute avant de rentrer dans le vif du sujet. Je suis Thierry Azaïs. Donc, il y a un problème sur la diapo, donc c'est l'inverse. Donc je suis conseiller en communication et marketing pour la société Admission, qui est une société de portage. C'est un cas un peu particulier. Je commercialise mes services sous la marque Azaïs Conseil. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Charles-Éric Rossignol, je suis gérant du cabinet ASDI. Donc c'est une société en fait qui réalise des études de marché pour tout ce qui est création d'entreprise, reprise d'entreprise et développement d'entreprise. Voilà. Alors on va essayer de vous expliquer très simplement en fait comment on réalise une étude de marché pour pouvoir créer son entreprise ou en reprendre une. On va prendre les points un par un. Si vous souhaitez intervenir pendant qu'on présente tout ça, vous pouvez le faire bien sûr pour que ce soit un petit peu interactif. On va commencer par vous dire qu'au moment d'une création d'entreprise, on commence à faire son étude de marché, mais avant, on a déjà validé en fait quelques préalables. La première chose qu'on a à faire, c'est réellement valider quelques préalables avec votre projet, avec vous et le projet. Valider quelques préalables sur vous et le métier de l'entreprise. Et bien sûr, vous et votre entourage. Une fois qu'on a fait ça, une fois que notre produit, notre service est vraiment bien identifié, on va pouvoir commencer à travailler et à traiter en fait l'étude de marché. Oui, n'hésitez pas à nous interrompre parce qu'il y a des moments, on risque d'utiliser, ça peut nous échapper d'utiliser des mots de jargon, donc vous nous pardonnerez et vous nous dites qu'on reviendra en arrière. Et c'est toujours délicat de garder toutes ces questions pour la fin. En plus, on manque toujours un peu de temps. Donc comme disait Charles-Éric, on considère que les phases préalables ont été validées dans l'idée de la création du projet. Ensuite, une étude de marché, c'est une connotation qui est très très large, qui peut être destinée à valider tout un tas d'informations très différentes. Il n'y a jamais une seule étude de marché qui va servir à tout et qui va vous permettre de dire oui, ça y est, c'est formidable, je me lance. Il y a en général des études de marché qui sont parcellaires et qui permettent de répondre à des questions précises. Là, on en a précisé quelques-unes, mais ça peut être aussi concret que la validation du produit que vous allez commercialiser. Alors juste pour éviter tout jargon, on utilise systématiquement en marketing le terme de produit, que ce soit un bien tangible ou un service intangible. Donc, à chaque fois, on utilisera le mot produit. Voilà. Donc par exemple, on a cité quelques caractérisations de produits qui peuvent faire l'objet d'une étude de marché, qui peuvent être des idées que vous avez a priori évidemment sur la conception de votre offre, mais qui ont besoin d'être frottées, d'être confrontées au marché. Ça peut être des caractéristiques techniques, des caractéristiques d'utilisation, des types de clientèle, pourquoi pas des modes de commercialisation. Ce qu'on peut dire surtout là-dessus, c'est qu'une étude de marché, ça vous aide avant tout à réduire les risques d'échec. C'est vraiment important. On a l'impression que l'étude de marché, c'est uniquement pour aller présenter un business plan auprès de son banquier. L'étude de marché, ça vous permettra de réduire les risques d'échec et de voir vraiment comment les clients, vos futurs clients, vont apprécier votre produit ou service et vont l'accueillir si vous présentez votre offre. Une étude de marché sert évidemment à comprendre le marché et son environnement, à valider son positionnement concurrentiel, bien évidemment, à définir une stratégie d'entreprise et marketing, et enfin à établir un prévisionnel d'activité. En réalité, pour pouvoir positionner son offre et la présenter à vos futurs clients,
vous avez deux solutions, soit vous décidez de la positionner de façon arbitraire, soit vous allez voir sur le terrain ce qui se passe, soit vous allez voir ce qu'on va voir tout à l'heure, vous allez étudier vos concurrents, vous allez voir un petit peu la clientèle, vous allez voir votre marché, et donc là vous allez vraiment pouvoir construire quelque chose de structuré. C'est pour ça qu'il faut faire une étude de marché. Oui, et je compléterai pour préciser le fait que on parle souvent de marketing au sens large du terme, mais qu'on a l'habitude de bien faire la différence entre la partie marketing opérationnel et marketing stratégique. Et vous verrez dans les différentes interventions, enfin dans les diapos et dans ce qu'on va vous dire, à chaque fois, il faudra que vous relativisiez si on est dans une partie amont stratégie d'entreprise ou si on est dans une partie opératoire. Alors, quelques définitions du marché. Donc la définition étroite, un marché, donc c'est l'ensemble des données chiffrées que vous allez trouver sur le marché, donc relatives à un produit ou à un service. Ça, c'est la définition du marché. Au niveau, une définition étroite. Une définition plus large, en fait, c'est l'ensemble de tous les individus, l'ensemble de tous les acteurs qui travaillent sur ce marché, que ce soit consommateurs ou acteurs qui peuvent influencer sur les ventes en fait, d'un produit ou d'un service. Ça, c'est la définition beaucoup plus large d'un marché. Et vous, quand vous allez étudier votre marché, vous allez devoir travailler sur vraiment l'environnement de votre produit, de votre service, et vous rapprocher au cœur de votre activité. Oui, on peut compléter par une espèce d'emboîtement des poupées russes. Le client, il est tout petit, votre client, il est tout petit au milieu du marché. Au-dessus du client, il y a les prospects. Au-dessus des prospects, il y a ce qu'on appelle les suspects en marketing, c'est-à-dire les gens à qui on n'a pas fait d'offre commerciale. Au-dessus des suspects, encore plus nombreux, il y a les segments qui nous intéressent. Et au-dessus, il y a le marché. Sachant qu'un marché est souvent distingué, découpé en plusieurs segments. Je vous cite pour mémoire un exemple qu'on trouve assez parlant avec Charles-Éric, c'est les différents marchés du sucre. Si vous êtes producteur de sucre, vous avez en général trois marchés principaux. Il y a le marché des industriels de l'agroalimentaire. Donc on vend du sucre en camion-citerne et on a peu de clients qui consomment des très gros volumes. On peut vendre du sucre ce qu'on appelle les CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Là on est toujours dans une relation business to business. Là aussi c'est un mot de jargon qu'on n'a pas encore évoqué. Donc la présentation qu'on fait aujourd'hui est destinée à vous, à des projets qu'on ne connaît pas, qui peuvent être aussi bien de la vente de produits vers le grand public, ce qui s'appelle souvent en anglais business to customer, ou alors vers les entreprises. Donc on est en business to business. Donc on essaiera de donner des exemples dans les deux cas. Par contre, évidemment, on est à votre disposition pour des questions précises pour votre projet. Alors je reviens sur l'exemple du sucre. Donc dans la relation B2B, business to business, le producteur de sucre vend à des industriels de l'agroalimentaire, il peut vendre aussi à des CHR, donc sur un marché différent, le marché des hôtels-restaurants, et il vend du sucre à vous et à moi au marché du grand public. Donc là, le produit peut être exactement le même, mais il y a des grosses différences sur le marketing opérationnel. Et là, on n'est pas du tout dans le même packaging, dans la même distribution, dans les mêmes prix et dans la même relation au client. Alors, comment on fait pour étudier son marché? Donc, on vous a mis ici trois phases à réaliser. D'accord. Une première phase qu'on appelle le macro-environnement. Techniquement, on appelle ça le PESTEL. On va vous définir ce que c'est ensuite. Chaque lettre correspond en fait à un élément du macro-environnement. Ensuite, vous avez l'analyse du micro-environnement, donc tout ce qui se rapproche vraiment beaucoup plus de votre produit, de votre service. Donc ça, c'est pareil, on va vous le détailler. Et bien évidemment, ce qui est important, c'est l'analyse et l'étude de vos clients. Vraiment, pour pouvoir bien positionner son offre, il faut vraiment avoir une orientation client. C'est-à-dire que ce qu'on pense, nous, en tant que créateur ou en tant que chef d'entreprise, c'est bien, mais ce qui est important, c'est réellement que pense mon client. Dans quel état d'esprit il est par rapport à mon produit et mon service. Et pour ça, il faut aller l'interroger, il faut lui poser la question. Donc ça, ce sont les trois éléments que vous devez découper dans votre étude de marché, et on va les voir, vous allez voir un par un. Toujours en bois. Donc,
Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bien sûr, c'est l'opportunité évidemment de se lancer. Donc en analysant tout ça, on va vérifier en fait cette opportunité-là. On va vérifier bien évidemment la taille du marché. On va essayer de voir un peu quelle part de marché on va pouvoir nous obtenir sur ce marché. On va essayer d'aller voir quels sont les regroupements logiques, quelles sont les entreprises qui travaillent ensemble. On va essayer d'analyser un petit peu quels sont les prescripteurs, quelles sont les entreprises du secteur d'activité, quels sont les décideurs, etc. etc. Alors, ça veut dire quoi analyser cet aspect macro-environnement? Ça veut dire analyser ce qu'on appelle le PESTEL. Ce sont les facteurs, en fait, qui ne sont pas contrôlables par l'entreprise. Ce sont les facteurs vraiment d'environnement général, facteurs politiques, facteurs économiques, les facteurs sociaux, démographiques ou culturels, technologiques, les facteurs liés à l'environnement ou au niveau de législation. C'est-à-dire qu'il faut voir en fait tout ce qui entoure votre projet. Si vous voulez ouvrir un restaurant par exemple, il y a une réglementation, il y a une législation à respecter. Si il faut absolument aller voir le secteur d'activité, comment il se comporte, comment l'environnement se comporte autour de votre secteur d'activité. Ça, c'est la première analyse à faire. Un exemple qu'on peut citer récemment, là, on a tous assisté au développement du marché de la construction avec des maisons qui répondent à la norme RT 2012, les maisons BBC. Bon, ben là, on était typiquement dans un impact réglementaire et environnemental, puisque les aspects économiques pour les constructeurs de maisons étaient au second plan. Mais pour compléter ce que dit Charles-Éric, quand on fait une étude de marché, ces points particuliers, ces 6 points, doivent vraiment faire l'objet d'un creusement, quoi. Il faut rédiger, il faut se poser la tête, il faut trouver des informations. Il faut que vous soyez, vous, dans votre business plan, capable de décrire les six impacts possibles de l'extérieur, donc du macro-environnement, sur votre entreprise. Donc ça, c'est déjà un premier découpage fondamental pour que le projet prenne forme. C'est vraiment tout ce qui peut influer, tout ce qui peut impacter à court ou moyen terme sur l'entreprise. Ensuite, la deuxième chose, et là vous la voyez bien, la deuxième chose à analyser, c'est l'aspect micro-environnement, tout ce qui est vraiment très proche en fait de votre activité, de votre entreprise, de l'entreprise que vous souhaitez créer. Donc évidemment, il faut travailler sur les concurrents, les fournisseurs, les distributeurs, sur les consommateurs. Donc on fera un point sur les consommateurs ensuite. Pour les concurrents, faire une liste de concurrents sur les pages jaunes, bon, ça sert, on va dire, il la faut cette liste. Mais ce qu'il faut, c'est aller voir vraiment dans le détail comment travaille chaque concurrent, pas pour les espionner tout simplement, non, pour se servir en fait de ce qu'ils font. Il faut aller voir comment ils travaillent, il faut aller voir sur quelle zone ils travaillent, il faut aller voir quels sont leurs services, il faut aller voir quels sont leurs tarifs, il faut aller voir s'ils ont un service après-vente. Il faut aller chercher un maximum d'informations chez vos concurrents pour vous permettre derrière de construire une offre adaptée. C'est pas pour vous permettre de savoir où ils sont et de vous permettre de savoir réellement tiens, j'ai 3 concurrents ici, attention. Non, d'abord c'est pour vous permettre de construire votre offre. Si vous voyez que vos concurrents par exemple font du moyen de gamme, peut-être que vous avez décidé de faire un peu plus low cost ou un peu plus haut de gamme. Enfin, analyser un concurrent, c'est pour vraiment se positionner ensuite. Et derrière, vous pouvez très bien faire la même chose. Hein. Après, si vous avez une stratégie commerciale qui est plus adaptée, qui est plus structurée, peut-être que vous pouvez prendre tout le marché. Il n'y a pas de règle à ce sujet-là. Il faut réellement aller décortiquer entre guillemets vos concurrents. Les distributeurs, les prescripteurs, c'est pareil. Il faut vraiment aller voir qui travaille sur votre secteur d'activité, qui peut vous permettre en fait d'être meilleur dans votre création de projet et création d'entreprise. Au-delà de ça, donc on vous a mis un deuxième schéma. On va passer un peu plus vite parce que on l'a déjà vu. Donc ça, c'est les aspects en fait macro, réglementation, société, culture, environnement, démographie, technologie. On en a parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est des aspects qui tournent et qui gravitent autour de votre entreprise. Oui, en ce qui concerne les entités qu'on a fait apparaître ici,
On va tout à l'heure entrer un peu plus dans le détail. Là, Charles-Éric a commencé à en parler un peu sur le plan opératoire, hein, sur la façon d'identifier ce que font les concurrents. Et on va vous donner quelques astuces tout à l'heure sur la façon de découper toutes ces informations. Néanmoins, avant on voudrait rentrer dans un détail qui est assez intéressant. Quand on parle d'études de marché, tout à l'heure on a vu que l'étude de marché pouvait cibler une préoccupation quelconque de l'offre, de la concurrence. Là, ce qu'on voudrait, c'est attirer votre attention sur la différence entre une étude qualitative et quantitative. Au-delà de cette différence, là on arrive sur le point essentiel dans votre étude de marché, c'est l'analyse vraiment de la clientèle, de la demande. Donc il y a deux solutions en fait pour l'interroger, et en fonction du type de projet que vous allez avoir, on va soit faire une analyse quantitative, soit faire une analyse qualitative. La différence entre les deux, c'est qu'en fait du quantitatif, on mesure un phénomène, on fait de la statistique, on mesure, on va voir si les gens sont intéressés ou pas par votre offre ou par votre service. Si on fait du qualitatif, on essaie de comprendre un phénomène, et on essaie de comprendre comment la clientèle est prête à accueillir ou pas votre produit ou votre service. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui dans la construction, dans la création de votre entreprise. C'est votre client aujourd'hui qui fera la différence, qui vous permettra de réaliser du chiffre d'affaires. Donc il faut vraiment aller voir ce que lui, ce qu'il veut, comment il fonctionne, comment il consomme, où est-ce qu'il prend ses informations, par quel réseau de distribution il passe. Donc il faut vraiment aller l'interroger. Donc soit vous construisez un questionnaire, vous fabriquez un questionnaire et vous allez faire de la masse et du volume. Vous pouvez le faire par téléphone, vous pouvez le faire, je pense qu'on verra après les détails, vous pouvez le faire par mail évidemment, ou vous pouvez le faire directement par Internet aussi, vous pouvez le faire directement dans la rue, ou soit vous construisez une sorte de guide d'entretien sur lequel vous avez tous les points que vous devez analyser et étudier, et là vous allez faire du qualitatif, vous allez faire de l'entretien individuel, ça dure beaucoup plus longtemps. Vous allez faire de l'entretien de groupe, vous allez voir un peu ce que pensent en fait les futurs clients, ce qu'ils pensent de votre produit ou de votre service. C'est essentiel dans votre étude de marché, c'est la partie, je dirais, la plus importante. Alors, l'un n'exclut pas l'autre. La plupart du temps, quand les études sont assez ambitieuses, on commence par une partie qualitative qui permet de débroussailler le terrain et de vraiment identifier les points sur lesquels on a besoin d'approfondir, des points sur lesquels, par exemple, le groupe qu'on interroge ou les gens qu'on interroge individuellement ne sont pas d'accord. Et une fois qu'on a vraiment recentré l'étude telle qu'elle ressort au plan qualitatif, à ce moment-là, on peut en effet décider de la valider sur un plan quantitatif. Et à ce moment-là, on y met des chiffres et on commence à interroger des gens par dizaines ou par centaines. Les exemples typiques d'études, au-delà de ce que disait Charles-Éric sur l'identification des attentes des clients, ça peut être l'identification du bon prix que les gens sont prêts à payer, ça peut être l'identification d'un packaging, des services associés, ça peut être l'identification, l'acceptabilité par exemple d'une marque, d'un logo, l'attractivité que votre produit a vis-à-vis de ses clients potentiels. Comment ? Alors, je vais donner un premier élément de réponse, et puis Charles-Éric va en donner un deuxième, parce qu'on travaille peut-être pas forcément de la même façon là-dessus. Récemment, j'ai travaillé sur le nouveau nom de la Société des eaux qui va remplacer Veolia à Rennes. Donc là, j'avais face à moi un groupe de spécialistes de l'eau, plus des gens qui avaient un regard critique, des représentants de la société civile. Donc ça a été un groupe quali qui a fonctionné pendant une journée. Ensuite, on a décidé de faire une étude sur 400 personnes dans la rue. Donc qu'on a choisi selon des critères qui sont purement sociologiques, c'est-à-dire à moitié homme, moitié femme, après un découpage en fonction des tranches d'âge, du territoire, etc. Voilà. Ça peut être aussi, il peut y avoir quelquefois, en particulier, moi j'ai connu ça sur des études en business to business,
il peut y avoir une interrogation directe auprès des clients ou auprès des prospects qu'on a en base de données, par exemple, dans une entreprise existante. Et à ce moment-là, on leur envoie un mail en leur demandant de bien vouloir aller se connecter sur telle ou telle page Internet dans laquelle il y a une enquête. Ça fonctionne aussi. Mais là, par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas sélectionner les gens sur des critères a priori. On a les critères a posteriori. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'abord avec vous. En fait, nous, c'est l'étude de marché qu'on fait. On est vraiment axé création ou prise d'entreprise. Donc, on évite de les faire seuls. On essaie de préparer cette étude de marché avec vous et de choisir et de déterminer le panel ensemble. D'accord ? Et bien évidemment, on vous oriente, mais ce qui est important, c'est que vous vous appropriez votre étude et c'est qu'on la fasse ensemble. Évidemment, après toute la phase d'interrogation, certains porteurs de projets viennent avec nous, certains porteurs de projets ne souhaitent uniquement le résultat. L'idéal, c'est d'abord de définir et de travailler le panel ensemble. Une autre question peut-être ? Oui. Oui, alors en ce qui concerne l'étude sur le terrain, donc là on va passer, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va passer en revue tous les acteurs qui impactent sur votre entreprise. Allons-y. Voilà. Premièrement, l'environnement. Donc on a vu tout à l'heure que l'environnement, c'est vraiment, et vous voyez bien le croisement entre la partie micro et la partie macro, c'est vraiment les facteurs sur lesquels l'entreprise ne peut pas agir. Si l'entreprise s'intéresse par exemple au bâtiment, on a une pression normative qui peut être assez importante. Il peut y avoir des évolutions du secteur qui sont des évolutions normatives ou sociologiques. Il peut y avoir des évolutions qui sont liées au comportement des gens. Il peut y avoir des exigences en termes de qualification. Il peut y avoir aussi des caractéristiques qui sont liées au territoire. L'environnement peut être favorable ou au contraire défavorable en fonction, par exemple, d'une dynamique qu'il peut y avoir quant à l'installation d'entreprises sur certains territoires qui sont évidemment soutenus par les collectivités territoriales, qui ont envie de dynamiser les activités sur leur territoire. Par exemple, si parmi vous, il y a des médecins qui ont envie de s'installer à la campagne, bah, c'est le moment. Il manque de médecins partout dans nos campagnes autour de Rennes, donc il serait peut-être bien de venir au JRCE. Et puis, il peut y avoir aussi des implications territoriales qui sont au contraire, qui sont liées à des présences dans l'environnement qui peuvent être gênantes pour votre activité parce que contradictoires. Je vais vous donner un exemple, je vais revenir sur la RT 2012, donc c'est une réglementation en fait au niveau du bâtiment qui oblige aujourd'hui en fait tout. Alors, je ne vais peut-être pas être très précis à ce sujet-là parce que c'est pas mon cœur de métier, mais qui oblige toutes les nouvelles constructions à faire des tests d'étanchéité à l'air. Aujourd'hui, on a vu des bureaux d'études thermiques se créer en fait mi-2011, fin 2011, parce qu'ils avaient anticipé cette norme-là. Et aujourd'hui, les constructeurs, les promoteurs, les architectes, en fait, ont besoin en fait d'avoir dans leur portefeuille de professionnels des gens qui ont créé un bureau d'études thermiques. Ça, c'est réellement une société qui a été créée, un type d'entreprise qui a été créée et qui progresse grâce à cette réglementation qui est apparue. En ce qui concerne les clients, donc là, il faut qu'on soit assez large aussi bien pour les clients professionnels que les clients grand public là aujourd'hui. Mais il y a plusieurs façons d'identifier les clients qui peuvent être, par exemple, pour les clients professionnels. Ça peut être des entreprises qu'on va identifier en fonction de critères qui sont des critères formels de segmentation, comme par exemple la taille de l'entreprise, son activité. Donc l'activité peut s'identifier à travers le code APE, qui s'appelle le code NAF maintenant.
Donc ça permet d'identifier les clients, les prospects, mais ça peut être aussi des critères qui sont des critères comportementaux qui sont liés aux habitudes de l'entreprise. Par exemple, vous pouvez très bien proposer des produits ou des services directement à des entreprises qui n'appartiennent pas particulièrement à un territoire ou à un code d'activité, mais qui ont des préoccupations qui sont liées, par exemple, au mode de management, ou qui sont liées au développement de la responsabilité sociale, ou au développement des conditions de travail. Là, on n'est pas du tout dans des critères qui sont segmentés de façon avec des caractéristiques formelles, mais on est dans des critères comportementaux. Donc c'est vraiment important, quand vous réfléchissez à votre étude, en l'occurrence à votre étude de clientèle, que vous essayez de les aborder et que vous réfléchissiez à la façon de les découper, parce que évidemment, si vous réussissez à les découper, il faut que vous ayez des groupes qui soient les plus homogènes possibles. Ils peuvent être homogènes par des critères techniques de différenciation, comme la taille de l'entreprise, son code d'activité, peu importe, mais ils peuvent être aussi, on peut être vers une tentation d'homogénéité par des critères de comportement. Alors, je vais parler des attentes. Ce qui est important, réellement, ce qui est important sur votre clientèle, c'est quand vous allez construire vos guides d'entretien, si vous rencontrez des PME par exemple, quand vous allez construire vos questionnaires, il faut vraiment orienter votre interrogation sur leurs attentes et sur leurs besoins par rapport à votre produit ou votre service. C'est vraiment ça. L'idée, c'est d'aller voir si votre produit ou votre service intéresse et dans quelle mesure il intéresse. L'idée, c'est d'aller voir comment ils consomment, comment ils travaillent avec ce genre de produit ou service, comment ils l'acceptent et à quel prix. L'idée, c'est vraiment de savoir si aujourd'hui, si demain vous créez votre entreprise, l'idée, c'est de ne pas avoir de surprise. L'idée, c'est de ne pas vous tromper en fait sur ce que vous allez présenter. Il faut une étude préparatoire bien poussée. Il faut passer plus de temps à construire son questionnaire, à construire son guide d'entretien, pour être certain de ne rien oublier, et pour être certain de tout analyser. Alors il y a un critère aussi qui est important, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que quand vous étudiez les attentes et les besoins des clients, si vous avez une cible qui sont des clients grand public, en général, on arrive à identifier leurs attentes et leurs besoins assez rapidement, parce que les gens parlent, hein, par exemple en entretien qualitatif, comme on disait tout à l'heure. Mais quand il s'agit d'entreprises, à ce moment-là, il faut que vous alliez avec eux jusqu'à l'identification des attentes de leurs clients, par exemple. Si vos produits rentrent dans leur process, ou si vos produits rentrent dans leurs propres produits, évidemment, c'est important, dans votre étude, d'aller voir les clients des clients. Si par exemple, vous décidez du jour au lendemain de créer une société pour fabriquer des sièges automobiles, ben, il ne suffit pas d'aller voir les constructeurs de véhicules pour connaître les caractéristiques techniques des sièges, mais il est important de connaître les utilisateurs des véhicules, justement. En ce qui concerne les concurrents, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc il y a trois formes de concurrence qui sont importantes à retenir. Vous avez la concurrence directe. La concurrence directe, c'est une entreprise qui propose le même type de produit que le vôtre. Si vous voulez ouvrir une pizzeria, eh ben, votre concurrent direct, c'est la pizza du coin de la rue. La concurrence de substitution, c'est les concurrents qui proposent des produits qui vont assurer le même service que le vôtre. Donc évidemment, le produit n'est pas exactement le même, mais apporte le même service. Donc par exemple, c'est pas la pizzeria, mais c'est le kebab qui est au coin de l'autre rue, ou c'est le marchand de sandwich. Dans les deux cas, la fonction, c'est de restaurer les gens en restauration hors foyer. Et puis il y a une concurrence auquel les gens pensent rarement, qui est ce qu'on appelle la concurrence d'impartition, dont il faut se méfier. C'est ce que le client est capable de faire à votre place. Nous, par exemple, on a typiquement dans nos métiers de conseil en marketing, on a typiquement une concurrence d'impartition. C'est quand on rencontre une entreprise qui a besoin, par exemple, de faire une étude de marché, elle peut travailler avec des gens comme nous, ou elle peut dire, non, finalement, dans mon équipe, j'ai un gars qui devrait quand même avoir les compétences et le temps pour faire l'étude de marché.
Donc, qui dit, bah, finalement, je vous mets quelqu'un dans les pattes, le concurrent, je le génère moi-même. Donc vraiment 3 types de concurrence qu'il est important à votre niveau d'analyse. Alors au niveau des concurrents, souvent on nous demande comment est-ce qu'on fait. C'est vrai qu'il est difficile d'aller voir des concurrents, parfois on n'ose pas trop. Mais en fait il faut un peu se forcer et puis il faut faire entre guillemets, il faut essayer de faire le client mystère, il faut essayer d'aller voir un peu comment il fonctionne. Mais il faut y aller, c'est pas facile, hein, vous n'aurez jamais toutes les informations au niveau de vos concurrents, mais il faut aller chercher un maximum de réponses. Je pourrais revenir sur la concurrence qu'on oublie souvent, c'est la concurrence de substitution, en fait c'est la concurrence de besoin en fait. Aujourd'hui, il faut essayer de comprendre quels sont les produits ou services qui peuvent procurer par exemple le même besoin de satisfaction à vos clients. Et parfois c'est sur un autre produit, c'est sur un autre service qu'on n'a pas du tout identifié. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le Jorky Ball. Jorky Ball c'est du foot en salle 2 contre 2. Vous avez quelques créateurs de Jorky Ball qui étaient seuls donc sur une implantation dans une ville. Ils ont créé leur Jorky Ball, ils ont vu qu'il n'y avait personne qui avait créé des terrains de foot synthétiques en salle à côté, donc ils se sont dit c'est ok. En fait, ce qu'ils ont parfois oublié, c'est que le Jorky Ball, en fait, c'est du 2 contre 2. Et en fait, le besoin, parce que souvent, le Jorky Ball, il y avait beaucoup de gens qui venaient jouer entre midi et 2, le besoin, c'est de trouver en fait une satisfaction dans un sport à 2 contre 2. Et donc, en fait, il y avait d'autres sports à côté, comme le squash, comme le badminton, ça peut être le tennis en double, qui faisaient que si les offres étaient adaptées, si les offres étaient équivalentes, ça aurait pu, ou ça peut faire concurrence à ce type d'activité. Donc ne négligez pas cette concurrence de besoin, le besoin de satisfaire en fait vos clients sur un produit de substitution. Alors en ce qui concerne les distributeurs, alors le terme est assez large volontairement, et il y a des tas d'activités qui ne fonctionnent pas avec des distributeurs. Néanmoins, dans cette présentation, on essaie d'être large, donc quand on parle de distribution ou de lieu de vente, c'est la réflexion et l'identification du circuit le plus efficace pour vous, pour que votre client final, ce qu'on appelle aussi destructeur du produit en marketing, devienne le propriétaire de votre produit. Donc ça peut être évidemment, si c'est un produit grand public qui est vendable dans le réseau de la grande distribution, ça peut être, pourquoi pas, un référencement dans un réseau de supermarchés, ou de grandes surfaces spécialisées ou alimentaires, mais ça peut être aussi de la distribution directe par l'intermédiaire d'un site internet avec des fonctionnalités de vente à distance. Ça peut être de la vente ambulante, ça peut être de la vente à domicile, de la vente sur les marchés. Il faut à ce moment-là, quand on étudie cette partie de l'étude de marché, il faut envisager toutes les possibilités de mener votre produit, que ce soit un bien ou un service, jusqu'à votre client. Au-delà de ça, au-delà de la distribution, en fait, l'idée, quand on travaille sur la distribution, quand on travaille sur les fournisseurs, quand on travaille sur les prescripteurs, si vous souhaitez vraiment être reconnu comme un professionnel dans votre job, dans votre métier, il faut connaître absolument connaître en fait tout ce qui entoure votre métier. Donc c'est important de connaître les réseaux de distribution, c'est important de connaître quels sont les fournisseurs qui travaillent sur votre métier, c'est important de savoir réellement quel est l'environnement en fait de votre cœur de métier. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur la connaissance de vos fournisseurs pour pouvoir bien les choisir ensuite et pour pouvoir vraiment avoir le choix. Si vous n'en connaissez qu'un, si vous connaissez mal votre réseau de fournisseurs, vous aurez du mal à diversifier vos fournisseurs, vous serez dépendant de vos fournisseurs et au-delà de ça, vous aurez un peu plus de mal à négocier, tout simplement. Exactement, et quand on choisit ses fournisseurs, en général, on essaye de les classifier en fonction de l'enjeu pour nous. Donc on a des fournisseurs qui sont plus ou moins stratégiques, et il faut pouvoir les classifier et bien choisir en fonction de l'impact que ça peut avoir sur votre activité,
leur solidité financière, les conditions, comme tu disais, les conditions financières, les conditions de délai évidemment, et puis finalement bien faire fonctionner la concurrence et toujours essayer d'introduire une relation le plus possible gagnant-gagnant en instaurant quand même sur le plan éthique le plus de confiance possible. Je pense que c'est comme ça que ça marche. On élargit effectivement pour beaucoup l'étude de marché, c'est concurrence, clientèle et marché. Effectivement, là, c'est un peu élargi, on regarde comment travaillent les fournisseurs, mais ce qu'il faut garder à l'esprit quand vous allez faire votre étude de marché, c'est que c'est pour deux choses. C'est pour évidemment réduire les risques, donc c'est pour ça qu'il faut aller voir si les clients sont OK, mais c'est pour construire votre offre. Et pour construire son offre, il faut absolument savoir comment travaille le réseau autour de vous, tout simplement. Il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé dans notre jargon, donc c'est la notion de filière. Donc Charles-Éric a bien évoqué le fait qu'il fallait comprendre comment fonctionne le marché avec tous les intervenants. Donc la notion de filière, c'est bien ça, c'est la façon dont votre produit s'inscrit dans la ligne complète de production, depuis les phases les plus en amont jusqu'aux phases les plus en aval. Donc pour reprendre l'exemple de tout à l'heure d'un véhicule automobile grand public, ben, la filière, c'est pas seulement le constructeur comme PSA qui est à côté, mais c'est aussi tous les intervenants, tous les fournisseurs de première ligne, c'est-à-dire ceux qui amènent leurs produits comme les sièges sur la ligne de montage ou de deuxième ligne, mais c'est aussi tous les fournisseurs de peinture, de visserie et encore en amont, les fournisseurs d'acier par exemple. Enfin, pour être complet, je vois rien. Oui, okay. Pour être complet, pour vraiment construire votre offre et vérifier si tout le monde, tous les clients potentiels attendent cette offre, il faut vraiment travailler sur votre réseau de prescripteurs pour savoir vraiment qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui pourrait à l'avenir prescrire votre offre. C'est super important. Je dirais que dans certains métiers, c'est essentiel. C'est-à-dire que le prescripteur, c'est un relais qui va permettre en fait de prescrire votre offre à un nombre beaucoup plus important de clients en direct. Et ça, ce relais-là, il faut l'analyser, il faut l'étudier pour les trouver et pour construire évidemment son offre. Peut-être derrière, pour construire la stratégie commerciale adaptée envers ces prescripteurs, tout simplement. Oui, alors le prescripteur, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien sur la définition, c'est une personne humaine qui dit à une autre personne humaine « tu peux travailler avec un tel, je te le recommande ». Donc il y a une implication et il y a un enjeu. Ça veut dire que votre prescripteur, vous ne pouvez pas le tromper. Un prescripteur ne prend le risque de vous recommander que s'il est sûr que vous travaillez bien et que votre produit est un bon produit. Voilà, donc on va vous montrer maintenant, si on peut passer à l'autre. Voilà, ici vous avez une liste non exhaustive de réseaux, d'entreprises, d'institutions dans lesquelles vous pouvez collecter des données. Vous avez évidemment le réseau consulaire qui travaille qui a beaucoup de données à vous fournir. Vous avez la préfecture, vous avez les mairies, vous avez toutes les fédérations en fait des différents secteurs d'activité. Vous avez les syndicats professionnels des différents secteurs d'activité. Évidemment, vous avez les experts et les entreprises privées qui peuvent vous aider à réaliser vos études de marché. Il faut chercher un peu partout. Vous avez les données secondaires, ce qu'on appelle les données de presse. Vous avez la presse, vous avez les thèses, vous avez évidemment Internet. Vous avez des sociétés sur Internet qui peuvent vous donner des informations. Vous avez l'INSEE, vous avez le CREDOC. Il y a plein d'entreprises qui peuvent vous donner des informations sur des chiffres, sur des environnements. Il ne faut pas hésiter à les consulter pour pouvoir collecter un maximum d'informations et pour pouvoir réaliser votre étude de marché. On parle surtout pour aller chercher des informations liées au secteur d'activité, à son environnement, un peu aux concurrents et un peu à la clientèle, mais ça ne remplacera pas derrière l'interrogation des concurrents, de la clientèle. Pardon. Oui, c'est dessus aussi que je voulais revenir. Vous sentez bien qu'il y a une partie, entre guillemets, étude bibliographique, où là, il faut rentrer dans des données, il faut trouver des données, trouver des interlocuteurs, trouver des gens qui vont vous sortir le rapport qui va bien, qui va vous donner une information
pertinente et stratégique pour vous. Et puis il y a toute la partie enquête terrain dont on a parlé tout à l'heure avec les différents modes d'études.